Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo très importante, très complète sur Chainlink. On reparlera de son côté fondamental, à quel point c'est un projet important à l'écosystème crypto. On fera également une analyse technique sur la chart, sur le projet, et je vous donnerai globalement mon avis à court, moyen et long terme. Avant de commencer l'analyse, je tiens à vous rappeler qu'il vous reste jusqu'à dimanche soir pour profiter des 200 € offerts sur le programme Crypto Investor. Donc si tu veux avoir un plan d'action détaillé, complet, une méthode de travail complète pour savoir analyser une crypto de A à Z, passant par l'analyse fondamentale, la tokenomics et l'analyse technique, c'est un programme très complet qui te proposera une solution vraiment sur mesure avec également un portefeuille adapté à ton profil. Si ça t'intéresse, tu as 200 € offerts que tu peux profiter jusqu'à dimanche soir. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter en message privé, le lien est en description. Alors sur Chainlink, on a une bonne réaction acheteuse aujourd'hui, les deux derniers jours, d'accord. C'était une crypto forte, on en parlait il y a quelques jours, quand je parlais de Solana, c'est une crypto forte, et voilà, c'est une crypto où faut travailler à l'achat, puisque on a un momentum qui est bullish, on a une charte qui est bullish. Alors Chainlink, c'est un très bon projet, c'est un projet que je suis investi depuis longtemps sur Chainlink, globalement j'ai beaucoup acheté à chaque fois qu'on est sur ce bad range, avec une moyenne d'achat vers 5,7 environ, donc j'ai des très bons points d'entrée. Pour moi, c'est un très bon projet, il apporte une grosse valeur ajoutée à l'écosystème crypto. En fait, ça va être un réseau d'oracles décentralisé. Alors pour faire simple, Chainlink, les oracles décentralisés, ça va permettre de apporter des informations du monde réel à la blockchain, d'accord. En fait, les smart contracts, les contrats intelligents d'Ethereum, à quoi ils servent? Tout simplement, ça va être par exemple, qu'est-ce qu'un contrat non intelligent? On va prendre quelque chose de simple. Admettons, vous êtes avec un ami, d'accord, et vous décidez de parier sur les résultats d'un match de football, ok. Vous pariez tout simplement 100 $ sur une équipe, l'autre il parie sur l'autre équipe, tout simplement, et à la fin, il y a un résultat. Il y a automatiquement un gagnant et un perdant. Et là, votre ami décide de ne pas vous payer. Ça, c'est un contrat non intelligent. Tout simplement, il n'y a pas de contrat, ok. Maintenant, avec un smart contract, d'accord, les smart contracts d'Ether, comment ça se passe? Eh ben, on a un smart contract qui se met en place, d'accord. On crée le smart contract, d'accord, qui est ancré sur la blockchain. Chacun met, par exemple, un Ether ou 0,5 Ether dans le smart contract, d'accord. Ensuite, ce smart contract, il est lié, et en fonction des résultats du pari, les Ethers sont redistribués à l'utilisateur 1 ou l'utilisateur 2. Maintenant, le smart contract ne peut pas aller chercher les informations du monde réel. Ici, les informations, ça serait quoi? Ça serait tout simplement le résultat du match de football, ok? Et c'est là que les oracles, ils jouent un rôle important, et Chainlink a le monopole du marché, et honnêtement, sans Chainlink, les smart contracts ne fonctionneraient clairement pas de la même manière, ça serait vraiment compliqué. Chainlink, c'est vraiment un rôle majeur actuellement dans la DeFi. Là, j'ai pris un exemple qui n'est pas vraiment important, hein, c'est tout simplement un exemple pour un pari, mais voilà, plus tard, si on a une réelle adoption de l'écosystème crypto, on peut avoir des smart contracts pour plein de choses. Ça peut être pour le remboursement d'un billet d'avion, etc. Et là, dans ce cas-là, Chainlink, les oracles auront comme objectif de prendre les informations sur l'heure de l'avion, sur l'avion en question, sur les données du monde réel. Donc ça, c'est pour tout simplement ce qui va être les oracles décentralisés, qui est la majeure partie de Chainlink. On a une grosse news qui est tombée, enfin ça fait un moment qu'elle est tombée, mais elle est en train d'être mise en place, c'est le CCIP, pour Cross-Chain Interoperability Protocol. C'est tout simplement une solution de communication inter-blockchain, d'accord, où avec l'émergence des nouvelles blockchains, les layer 1, les layer 2, etc., et la communication entre tous ces réseaux-là, c'est important pour l'évolution de l'écosystème crypto, et on a Chainlink qui présente son CCIP, qui est également une grosse avancée. Donc Chainlink, ils travaillent beaucoup, okay, ils ont beaucoup travaillé pendant ce bear market, et c'est vrai que d'un point de vue fondamental, c'est un bon projet. D'un point de vue tokenomics, alors il y avait, on est sur CoinMarketCap, il y avait quand même un moment pas mal il y a toujours pas mal d'offres à mettre en circulation. On a quand même une offre max qui est de 1 milliard, il y a la moitié de l'offre en circulation qui est débloquée. Donc on a encore 50% des tokens à débloquer. Maintenant, il y en a beaucoup qui... En fait, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que l'inflation est maîtrisée, est-ce que l'émission des tokens est maîtrisée. Un projet qui a 50% d'offres en circulation et qui passe du jour au lendemain à 80%, ok, là oui, il y a un déblocage qui est trop important. Maintenant, ici, sur Chainlink, l'émission de jetons est clairement maîtrisée, et ce qu'il faut voir, c'est on peut avoir de l'inflation, on peut avoir des déblocages de jetons, ok, mais si même avec ces déblocages de jetons, la demande reste supérieure à
l'offre, parce que c'est un bon projet, parce qu'il y a de la demande tout simplement, et ben ça va impacter très peu le prix. Maintenant, oui, techniquement, quand on atteint sur une crypto 100% d'émissions de jetons, 100% d'offres en circulation tout simplement, ce qui va faire hausser le prix à la hausse ou à la baisse, c'est l'offre et la demande, d'accord? Si la demande est supérieure à l'offre, alors automatiquement on aura un prix qui sera en hausse, et si on a une demande qui est inférieure à l'offre, donc l'offre qui est supérieure à la demande, on aura un prix qui va baisser. Maintenant, ça peut arriver que si on admet que la demande est égale à l'offre et qu'on a des tokens qui sont émis sur le marché, ok, et ben on peut avoir l'offre qui repasse tout simplement au-dessus de la demande. Maintenant sur Chainlink, au vu du projet, au vu de la charte, honnêtement, pour moi c'est pas cette émission de jetons ça peut freiner éventuellement le prix, hein, la montée, la prise en valeur du projet. Maintenant pour moi il y a une réelle demande sur Chainlink, et même si Chainlink n'a pas la meilleure tokenomics qu'on pourrait espérer, pour moi le projet qu'ils proposent, le service qu'ils proposent et ce qu'ils mettent en place surpasse largement leur tokenomics qui, oui ok, c'est pas la meilleure tokenomics. Donc voilà, ça c'était un petit rappel de ce qu'était Chainlink. Pour information, Chainlink j'en possède dans mon wallet long terme à hauteur de 6-7%. Avec la hausse actuelle, on doit être sur du 7, peut-être même maintenant 8%. Donc ça c'était pour tout ce qui est la partie fondamentale, la partie tokenomics, etc. Voilà, toujours important de remettre les bases sur qu'est-ce que c'est Chainlink. Bon, je rentre pas dans les détails, le but c'est pas de faire une analyse fondamentale de 40 minutes, 1 heure, le but c'est de représenter qu'est-ce que c'est Chainlink et son rôle dans l'écosystème crypto. Maintenant, d'un point de vue technique, et ben on a toujours une charte qui est bullish. Ok, voilà, on a un momentum qui est bullish, on n'avait pas spécialement de divergence baissière, et puis surtout, on est sorti d'un range qui a duré, il a duré combien de temps ce range? Il a commencé en mai 2022, on est sorti en octobre 2023, et le range a duré 1 an et demi, quoi, un range d'1 an et demi, et quand on a break ici, je me rappelle, je vous en parlais, je vous ai dit, j'ai accumulé du Chainlink pendant 1 an et demi, ok, à des prix relativement bas, c'est pas pour le vendre après alors j'ai 5,7, 5 à peu près, c'est pas pour le vendre après 1.2. Non, j'ai des targets beaucoup plus importantes. Les gars, on sort d'une accumulation d'1 an et demi, je ne vais pas prendre des profits alors qu'on n'a même pas rejoint les 0,382. J'ai une très bonne entrée, ok. Maintenant, c'est une position que c'est des positions que j'ai travaillé pendant longtemps, c'est pas pour prendre des profits très rapidement. Non, on laisse courir les gains, ok. Moi j'ai des targets beaucoup plus importantes sur Chainlink, et revenir dans sa zone de rechargement pour faire un nouvel ATH, c'est tout à fait envisageable pour le prochain cycle. Je dis pas que Chainlink va faire un nouvel ATH demain, ok, mais je dis juste que, voilà, quand vous travaillez une position, quand vous accumulez pendant une longue période, c'est pas pour prendre rapidement des profits. Alors, sécuriser, je vous dis pas de pas prendre des profits, parce que c'est une erreur qui est souvent faite pendant un bull market. Même moi, lors du précédent bull, j'ai pris des profits, mais j'aurais pu en prendre plus, mais c'est toujours simple de dire ça après. Mais voilà, faut prendre des profits. Maintenant, il y a prendre des profits et prendre directement des profits. Ok, quelqu'un qui a acheté par exemple de l'Ether à 1500, 1250 ici, je vais pas prendre des profits à 1600, 1700. Non, j'ai des targets beaucoup plus importantes. Faut différencier trading et investissement. C'est pas du tout la même chose, ok. Et quand on regarde une charte en weekly, monthly, on n'est pas sur du trading. On est sur de l'investissement long terme, des positions qui peuvent durer des mois, voire des années, ok. Donc ici, on était dans un range. On a fait une accumulation, ok, on a break ce range à la hausse, ok, donc techniquement ici on a un bottom, il y a très peu de chances, très peu de chances que Chainlink revienne sous ces 5$, ok, c'est comme ici le gros range qu'on a fait, voilà, on était bloqué entre deux bornes, ce range là a commencé en juin, il a terminé 1 an après, voilà, bon ici on a 6 mois de plus à peu près, bon voilà, techniquement c'est des accumulations où on revient pas dedans, ici on est revenu faire un pullback sur la précédente accumulation, on l'a même pas réintégré, bon ça nous montre quand même qu'il y a de la demande sur le projet. Maintenant, voilà, les targets qui sont à surveiller. Déjà là, on était en train de batailler sur un niveau qui est assez intéressant. Tout simplement, on peut voir ça comme la ligne de coup. Ouais, c'est la ligne de coup de notre structure de top de marché ici, structure de M-top qu'on voit également en weekly. Ici, on a tout simplement une grosse distribution avec ici nos lignes de coup. Donc c'est une zone de résistance, une zone qu'on a bien travaillé, vous voyez, on a consolidé et on est en train de la break à la hausse. Et si on a une clôture weekly comme ça, c'est extrêmement bullish. On a des acheteurs qui ont le contrôle entier de la semaine. On break un niveau important. Ici c'est une cassure concrète. On n'est pas dans. Alors si on clôture ici, hop, par exemple, c'est-à-dire qu'on aura tout simplement des vendeurs qui ont ravalé 50% de la bougie, là ça serait pas encourageant, ok. Pour le moment, on est bien parti pour avoir une clôture très encourageante. Donc honnêtement, ici, on était bloqué sur la zone de résistance majeure, ok. Quand je regarde d'un point de vue action du prix, c'est la plus grosse résistance. Maintenant, les prochaines targets, moi j'aime bien avoir des confluences entre des niveaux de résistance et des retracements de Fibo. Les 0,118 c'est une très bonne zone, on est dans une bonne zone de localisation, on a buté ici, on a pas mal d'acheteurs qui sont bloqués.
on peut voir ça, ici, globalement comme un range. Ok, on voit ça comme un range. On était bloqué entre deux bornes. On a réintégré la borne basse de ce range-là. Techniquement, les prochaines targets, c'est 50% du range et haut de range. 50% du range qui, visiblement, sont alignés avec les 0,5 de retracement. Voilà. On a ici nos 0,5 de retracement de ce range-là, de ce précédent range, au niveau des 0,382. Donc il y a une bonne zone ici, entre les 24 $ où on pourra avoir une réaction vendeuse. Et si ce niveau casse, on aura des probabilités de rechercher le haut de range, le niveau autour des 0,118 de Fibonacci, les 34 $. Si ce niveau casse, ok, si on passe ces 0,118, pour moi, ensuite c'est nouvel ATH. Il n'y a plus grand chose ensuite. Donc si on a vraiment une clôture au-dessus de ce niveau-là, pour moi, il y a des chances de faire un nouvel ATH. Voilà, globalement, vous voyez, d'un point de vue long terme, pas besoin d'indicateur, rien besoin, juste l'action du prix, un Fibonacci également. On observe des niveaux qui sont très simples. On était dans un range ici, on a réintégré la borne basse de ce range là, objectif milieu de range et haut de range. Voilà, c'est les prochaines targets, selon moi, sur Chainlink. Donc ça, c'était d'un point de vue long terme. Ici, sur du court terme, classique, c'est quelque chose que je vous parle souvent, et je vais continuer à vous parler, ok. N'essayez pas d'anticiper un top. Toujours un range précédé par une tendance haussière, ok. La tendance ici elle est haussière, on peut pas me dire que la tendance est baissière, voilà, on sort d'une accumulation, ok. Ici, oui, la tendance était baissière, ok, jusqu'à là, qu'on rentre dans une phase d'accumulation pendant 1 an et demi et qu'on break à la hausse, commencez pas à me faire, on fait des sommets de plus en plus bas. Non, ok. Ici, on n'a pas structuré une accumulation de deux semaines ici pour break à la hausse. Ok, là, si on avait fait ça, je vous aurais dit, ok, oui, on est toujours dans une tendance baissière. Ici, on sort d'une accumulation de 1 an et demi. Donc là, la dynamique en weekly est haussière. D'accord, ça sert à rien de regarder ce qui s'est passé avant, qu'on fait une accumulation, un bottom comme ça, on a un momentum qui est haussier, on le voit sur le MACD, voilà. Sur le MACD, on break des gros niveaux, ok. Ok, ça c'est un momentum, c'est un flux limite de bull market comme on a eu ici, d'accord, c'est exactement la même chose, on le voit bien. Donc, range précédé par une tendance haussière, plus de chances de casser à la hausse. Donc techniquement, les ranges comme ça, sur les bornes basses, il y a des opportunités d'entrée, ok. Le range, on est en train de le casser, on attend quand même la clôture des lits pour confirmer, mais ici, on est bien parti avec des acheteurs qui ont entièrement le contrôle. Alors, comment ça se passe maintenant? Est-ce que c'est trop tard pour rentrer en position? Alors, d'un point de vue long terme, ça dépend. Ça dépend. Techniquement, si je trace un Fibo, on est toujours dans nos zones de rechargement long terme. Moi, vous le savez, si vous me regardez souvent, j'aime bien la zone des 0,186. C'est pour ça que j'ai une moyenne d'achat aux alentours des 5,6 $, parce que les 0,186, c'est un niveau très intéressant sur du long terme pour des altcoins. Et vous voyez que sur Chainlink, voilà, la règle classique, on pose un bottom dessus. C'est pas le cas pour toutes les altcoins, mais pour une bonne majorité, Atom, je crois, on a posé le bottom dessus, Matic, on a posé un bottom dessus. Voilà, c'est un très bon point de repère. On est toujours dans nos zones de rechargement long terme. Techniquement, on est toujours sur des zones de localisation. Maintenant, si vous rentrez ici, vous pouvez vous dire, ok, je rentre ici, mais je peux accepter un drawdown si on a une baisse de 30%, 50%. Alors je dis pas qu'on va revenir aussi bas, mais voilà, on sait pas ce qui est fait demain, on sait pas le marché comment il peut réagir, ok. Vous rentrez, c'est sûr, beaucoup plus haut qu'une personne qui est rentrée pendant cette accumulation-là. Maintenant, si vous avez des objectifs 2, 3, 4, 5 ans sur Chainlink, oui, on est toujours dans une bonne zone de localisation pour du très long terme. Maintenant, pour du moyen terme, ici, c'est compliqué. Ok, c'est compliqué. Le bad range pouvait être une opportunité. Maintenant, voilà, on a quand même, si je prends le point le plus bas, on est déjà sur un x3. Mais ça dépend de votre horizon de temps, ça dépend de comment vous gérez votre drawdown acceptable sur une position, etc., etc. Maintenant, sur du court terme, est-ce que c'est trop tard? Est-ce que c'est trop tard? Alors, moi, j'aime pas me positionner sur des bougies aussi haussières comme ça, après un 10%, maintenant on a quand même un flux qui est bien haussier, ok. Donc déjà, on ne short pas ça. Ne shortez pas ça sur les contrats perp et tout, commencez pas à me sortir des leviers x100 en disant je vais call le top. Non, on le voit bien. La charte est haussière, ok. On crée des ranges, pareil, range précédé par une tendance haussière, plus de chances de casser à la hausse, etc., etc. Donc non, pour le moment, ne commencez pas à me short ici, il n'y a aucun setup de short, c'est pas possible, d'accord. Première chose, oui, la contre-tendance c'est possible, mais c'est très compliqué, et quand on a un flux qui est aussi haussier, c'est selon moi la pire chose à faire. Maintenant, est-ce que c'est trop tard? Vous surveillez la clôture daily, comment elle est. Si on a un pullback sur notre bad range, ok, ça peut être une bonne zone d'entrée. Maintenant, c'est vrai qu'on a un flux qui est très haussier. Honnêtement, cherchez tant qu'on reste au-dessus de ce niveau-là, voilà, on va faire simple, toujours avoir une zone qui nous donne un biais directionnel, ok. La zone, le pivot, le niveau clé, c'est cette zone-là, aux alentours des 17 $. Tant qu'on évolue au-dessus de ce niveau-là, sur du court, moyen, long terme,
j'ai clairement un biais bullish. Si on réintègre ce niveau-là et qu'on a une clôture, allez, sous les 16,5 $, si on a une clôture daily ici, globalement, méfiance, on réintègre un range. Ça veut pas dire que je passerai bear sur du long terme, parce qu'on serait sur un pullback, ouais, en weekly, ça serait pas la plus beau pullback, mais ok, pourquoi pas. Maintenant, sur du court moyen terme, ça serait pas bon, et on aura des chances de revenir chercher le milieu de range, voire le bas de range. Donc, chercher des achats au-dessus de cette borne, avec une zone d'invalidation, soit de réintégration, ou on peut avoir aussi une réintégration sous l'impulsion. Ici, on est sur 2 journées avec une forte impulsion. On se dit, ok, ma zone d'invalidation, elle est ici. Là, il y a eu énormément d'acheteurs. Il y a des gens qui poussent. Ok, on le voit bien qu'on break. Il n'y a pas de vendeurs qui se manifestent visiblement, vu qu'on a des clôtures qui sont, voilà, on a des bougies qui sont bien acheteuses. Ok, donc on peut chercher une zone d'invalidation également aux alentours des 15 $. Donc ça dépend si vous êtes plutôt quelqu'un qui cherche une invalidation agressive, ok. Donc globalement on aurait une invalidation vers les 16,5 $ si on a une clôture ici. Quelqu'un qui va chercher une invalidation un peu plus loin aux alentours des 15 $. Ici c'est des bonnes zones d'invalidation pour aller chercher bien sûr des TP plus élevés. Ça dépend de votre profil, si vous vous positionnez sur des pullbacks, sur des breakouts, alors voilà, ça dépend, vous aurez jamais la meilleure entrée, l'entrée la plus parfaite, c'est pas possible, mais voilà, au bout d'un moment, faut se faire confiance, faut prendre une décision, voilà, soit vous attendez un pullback, soit le but c'est d'avoir une zone d'invalidation claire et une bonne gestion de votre risque. Maintenant, ce range-là, on peut mettre des extensions, c'est des niveaux qui vont nous donner, hop, alors on prend le haut du range, le bas du range, on met des extensions de Fibo, extension de Fibo, tac, ok, 118, 100% d'extension, donc techniquement, on a une prise de profit théorique entre les 21 et les 23 $. C'est-à-dire qu'on peut avoir ici un niveau où, attention, on peut avoir des vendeurs tout simplement qui se manifestent. Si je regarde, ça nous donne quoi comme confluence? Ouais, on est presque vers le milieu de range. La zone des 23, 25 $, c'est une bonne zone ici. C'est une bonne zone à surveiller où on peut avoir un rejet. Ok. Donc voilà, ça c'est sur du moyen terme. Maintenant sur du court terme, quand ça se passe comme ça, vous mettez des moyennes mobiles. Ok. Vous mettez des moyennes mobiles. Et les pullbacks, c'est des zones intéressantes. Et on peut même aller chercher des moyennes mobiles sur du court terme. Hop, sur Link. On va aller chercher ici un tunnel 5 minutes. Hein. C'est rare que je regarde le tunnel 5 minutes, mais après c'est vrai que quand on a un flux haussier, on vient chercher le tunnel 5 minutes, on consolide au niveau du point pivot daily, puis range précédé par une tendance haussière, plus de chances de casser à la hausse. Là on a vraiment un flux haussier sur Chainlink. On a 5 minutes qui cross et on fait très peu de pullback dans le 5 minutes, ça nous montre qu'on a un flux haussier. Donc quand c'est comme ça, globalement, les zones intéressantes, c'est si on rentre dans une phase de range, souvenez-vous bien que range précédé par une tendance haussière, plus de chances de casser à la hausse. Donc globalement, chercher à se positionner sur le bas de range, c'est intéressant. Ok, ça c'est la première chose. On va avoir des retracements, c'est sûr. Chainlink ne va pas faire des plus 10% chaque jour, donc on peut avoir un retracement. Les zones à surveiller, des points pivots en confluence avec des tunnels, des moyennes mobiles. Et en priorité, les tunnels, les moyennes mobiles, ok, ça nous donne un biais directionnel, ça nous donne des points de repère pour si on a un pullback, et en général j'aime bien avoir une confluence. C'est-à-dire que là, si on a un tunnel 15 minutes qui augmente et qui vient ici avec, on a demain par exemple un tunnel daily, en confluence avec ce haut de range, ça peut être une très bonne zone de localisation pour chercher des achats. Dans tous les cas, voilà. Moi, je peux pas ici me positionner sur de l'intraday qu'on a aussi pump, ok, sur du court terme. Ici, c'était intéressant. Enfin, ici, c'était intéressant sur ce bad range, ok. Ici, on pouvait pas savoir que c'était un range encore, mais ici, pourquoi pas. Maintenant qu'on a un break, soit on attend un pullback, mais on attend un retracement dans des points de repère. Mais là, on a un flux qui est très haussier. Là-dessus, c'est clair. Hein. Si je me mets en 4 heures, voilà. Ça c'est un flux aussi, hein. Ça c'est un momentum aussi. Hein. Et ça fait un moment qu'on n'a pas eu un momentum aussi bull, donc ça nous montre qu'on a un flux, ça nous montre qu'on a des acheteurs. On se met pas à l'encontre d'une fusée qui pump autant, d'un train qui va aussi vite, absolument pas. On l'accompagne, ok. On peut pas toujours être dans le train, ok, c'est pas possible. Mais rien ne nous empêche d'attendre qu'un nouveau train passe, si on a un retracement dans une zone qui nous intéresse. En tout cas, c'est le genre de pump, c'est le genre de crypto sur l'intraday, quand on a comme ça une crypto qui se démarque des autres, alors qu'on a un BTC qui fait pas grand chose, et moi c'est le genre de crypto que j'aime bien travailler à la hausse. Et pour le moment, Chainlink est forte, Chainlink fait partie clairement des fortes, on a Solana qui fait partie des fortes, Avax qui se réveille un peu quand même, Avax qui se réveille un peu, si on valide ce niveau là, ça sera intéressant sur Avax de la jouer. Voilà, c'est globalement Chainlink et Solana, c'est vraiment les plus fortes actuellement, et sur l'intraday, c'est ce qu'on veut. On veut des alts qui ont du peps, on veut des alts qui ont un flux tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura éclairci sur le projet, vous aura aidé d'un point de vue technique à comprendre les niveaux que je surveille et moi, ma méthode, comment je fonctionne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous voulez aller plus loin, or c'est pas du trading, c'est surtout ici de l'investissement, on analyse le fonda, la tokenomics, on analyse un projet
dans sa globalité de A à Z. Il y a une partie analyse technique, mais c'est une partie analyse technique côté investissement, ok. Mais voilà, il y en a beaucoup qui font l'erreur de, ils connaissaient pas le Bitcoin il y a un mois, ils veulent direct trader. Non, chaque chose en son temps. Trader, c'est vraiment on se lance vraiment dans une grosse aventure. Je vous le dis, hein, trader, c'est pas aussi facile qu'on vous le vend sur internet ou ça y est. Voilà, non, il y a beaucoup de vendeurs de rêves. Attention là-dessus. Maintenant, commencez à investir, commencez à se renseigner sur l'écosystème, sur les projets, comment on analyse une crypto, etc., le fondamental, etc. C'est beaucoup plus, c'est ce que je vous recommande le plus pour une personne qui vient de débuter, ok. Et si après ça l'intéresse, d'aller pourquoi pas sur un programme de trading et commencer à trader. Mais attention à ne pas brûler les étapes. Il y en a, je vois, ils connaissaient pas Bitcoin il y a un mois, ils veulent déjà trader et doubler leur capital chaque semaine. C'est pas possible, ok. Faut être réaliste. Je suis pas là pour vous vendre du rêve, absolument pas. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez bien savoir analyser un projet, vous avez 200 € offerts sur ce programme jusqu'à dimanche soir, ok. Le lien est en description et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve demain. Bye bye.